Le bruit d'une main qui frappe un visage est un son que l'on n'oublie jamais. Je me tenais à environ 3 mètres, tenant 2 coupes de champagne, quand j'ai vu ma femme Françoise basculer en arrière. Ses lunettes ont volé et se sont brisées sur le sol en marbre. L'orchestre de jazz s'est arrêté net. 400 personnes se sont tues d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le courant dans toute la salle. Mon nom est Pierre Lefebvre. J'ai 75 ans. J'ai bâti l'une des plus grandes entreprises privées de construction et d'immobilier à Paris, en partant de rien, de mes propres mains. Je coulais du béton sous la chaleur des chantiers quand la plupart des hommes de mon âge terminaient leurs études. Françoise était là, à mes côtés, durant tout le trajet, préparant mes sandwichs jambon-beurre quand nous n'avions pas les moyens d'aller au restaurant, assise à côté de moi dans la salle du conseil quand nous avons signé notre premier contrat à 1 million d'euros. Personne n'avait jamais levé la main sur elle en 50 ans de mariage. Pas avant cette nuit-là. La femme qui a fait ça s'appelait Élodie Rochefort. 26 ans. Elle venait d'épouser mon fils Julien 45 minutes plus tôt devant tous nos proches. Elle se tenait au-dessus de Françoise, les bras croisés, et a dit assez fort pour que toute la salle l'entende, « Dégage d'ici, vieille femme, personne ne veut de toi, tu gâches ma journée parfaite. » Ensuite, elle a regardé ses invités comme si elle attendait des applaudissements. Élodie venait d'une famille de Bordeaux qui se prétendait de la vieille noblesse. Ce qu'ils étaient en réalité, c'était une vieille dette déguisée avec une belle adresse et beaucoup d'arrogance. Elle croyait qu'elle faisait une faveur à Julien en l'épousant, qu'elle apportait de la vraie classe dans notre famille. Elle avait fait ses recherches sur nous, ou du moins elle le pensait. Elle savait que j'avais commencé comme ouvrier. Elle s'imaginait que j'étais un retraité chanceux avec quelques investissements modestes et un fils qu'elle pourrait manipuler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le domaine de luxe qu'elle avait choisi pour son mariage, ce château à 10 000 € la nuit qu'elle avait exigé parce que c'était la propriété la plus exclusive de la région, appartenait à une société écran enregistrée entièrement à mon nom. Elle était entrée dans ma maison pour insulter ma femme. J'ai regardé Julien. Il se tenait à moins d'1 mètre de la femme qui venait de frapper sa mère. J'avais porté ce garçon sur mes épaules. J'avais travaillé jour et nuit pour qu'il n'ait jamais à connaître le manque. Je lui ai donné les meilleures écoles, les meilleurs réseaux, tout ce que je n'avais jamais eu. Et je restais là, à attendre qu'il fasse quelque chose. N'importe quoi. Qu'il s'interpose. Qu'il lui attrape le bras. Qu'il dise un mot. Il a regardé ses chaussures. Ses articulations sont devenues blanches autour de sa coupe de champagne. Il n'a jamais levé la tête. C'était le moment. Juste là. 28 ans de paternité réduits en cendres en environ 10 secondes. Je n'ai pas crié. Je n'ai poursuivi personne. Les hommes qui construisent des choses à partir de rien ne font pas de crise de colère en public. Nous calculons. J'ai posé mes verres sur le plateau d'un serveur qui passait, je me suis approché de Françoise et je me suis agenouillé sur mes vieilles jambes. J'ai ramassé les morceaux de ses lunettes brisées pour que personne ne marche dessus. J'ai pressé mon mouchoir sur la coupure sur sa joue où le sang coulait à cause de la bague de fiançailles d'Élodie, celle que j'avais payée 6 mois plus tôt. Françoise m'a regardé. Complètement calme. Après 50 ans ensemble, elle savait déjà ce que je pensais. Elle a posé sa main sur la mienne et a hoché la tête une fois. C'était suffisant. Je me suis levé, j'ai regardé Élodie droit dans les yeux et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un seul numéro. Mon gestionnaire de fortune a décroché à la première sonnerie. J'ai dit 3 mots, exécuter la directive 0. Élodie a laissé échapper un petit rire. Elle pensait que j'appelais un taxi. 10 secondes plus tard, toutes les portes de la salle de bal se sont verrouillées de l'extérieur. Les lumières se sont éteintes complètement. Quand l'éclairage de secours s'est rallumé, ce n'était pas la lueur chaleureuse des lustres en cristal. C'était une lumière crue, industrielle, le genre de lumière qu'on voit sur un quai de chargement. La salle semblait complètement différente. Les gens à l'intérieur aussi. Le directeur du domaine, Jean-Luc, est sorti de la zone de service avec un micro sans fil. Il travaillait pour ma société de gestion depuis 10 ans. Il m'a regardé fixement, je lui ai fait un signe de tête et il a tapoté le micro 2 fois. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit, sans aucune émotion dans la voix, en raison d'un défaut de paiement immédiat et total, tous les services pour cet événement ont été légalement résiliés. Cette propriété est maintenant fermée.
Vous avez 10 minutes pour évacuer les lieux avant que les autorités locales n'arrivent pour poursuivre toute personne restante pour violation de propriété privée. La salle est passée du silence au chaos en environ 3 secondes. Des femmes couvertes de diamants hurlaient. Des hommes en costume sur mesure criaient sur le personnel. Élodie se tenait au milieu de la piste de danse, la mâchoire pendante, tournant sur elle-même pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Julien a sorti son téléphone. Aucun signal. Le domaine utilisait des brouilleurs de signaux pour les événements d'entreprises de haute sécurité et la directive 0 les avait tous activés. Il regardait son portefeuille et je pense qu'à ce moment-là, il a enfin compris. Chaque carte à l'intérieur était reliée à l'argent que j'avais gagné. Et je venais de tout couper. Françoise et moi ne sommes pas rentrés à la maison cette nuit-là. J'ai demandé à mon chauffeur de nous emmener directement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pas seulement pour soigner la coupure sur son visage. J'avais besoin de preuves. En France, frapper une femme de 74 ans n'est pas une simple altercation. C'est un abus sur personne vulnérable. C'est un délit grave. Un rapport médical certifié avec des photographies et la signature d'un médecin est quelque chose que même la vieille noblesse ne peut pas faire disparaître. Les infirmières nous ont conduits directement dans une salle privée quand elles ont vu le sang sur le visage de Françoise. Un jeune médecin est entré, a nettoyé la plaie et a demandé ce qui s'était passé. Je n'ai rien atténué. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était produit, je lui ai donné le nom complet d'Élodie et j'ai décrit les circonstances clairement pour qu'il puisse tout noter dans le dossier officiel. Une infirmière légiste a photographié la lacération sous plusieurs angles. Chaque flash de cet appareil photo était une autre preuve verrouillée dans le dossier juridique avant même que la famille d'Élodie n'ait la chance d'appeler un avocat. Pendant que le médecin terminait les points de suture, mon téléphone a sonné. Julien. Il n'appelait pas pour demander si sa mère allait bien. Il était à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Lui et Élodie essayaient d'embarquer pour leur vol de lune de miel vers les Seychelles, un voyage que j'avais entièrement payé, billets en première classe, transfert privé, une villa pour 3 semaines. La compagnie aérienne avait annulé leur réservation. Le salon VIP de l'aéroport avait coupé sa carte de membre en 2 au comptoir. Il hurlait dans le téléphone, parlant d'un bug informatique, exigeant que j'appelle la compagnie immédiatement pour régler ça. Je suis sorti dans le couloir et je l'ai laissé parler pendant environ 2 minutes. Puis je lui ai dit qu'il n'y avait pas de bug. J'avais personnellement annulé les vols depuis la voiture sur le chemin de l'hôpital. Sa carte de crédit d'entreprise était morte. Son fonds fiduciaire était gelé. Chaque compte auquel il avait accès avait été fermé. Au moment où il est resté là à regarder sa mère saigner sans dire un mot, et à cesser de faire partie de cette famille. Les gens qui ne font pas partie de ma famille ne dépensent pas mon argent. Il m'a dit que j'étais déraisonnable. Il a qualifié ce qui était arrivé à sa mère de dispute stupide. Puis il m'a menacé, a dit qu'il n'avait pas besoin de moi, qu'il prendrait un taxi pour retourner à son appartement de luxe et qu'il réglerait tout le matin. Je ne lui ai pas dit que l'appartement était enregistré sous mon portefeuille immobilier. Je ne lui ai pas dit que les codes biométriques avaient déjà été changés. J'ai juste mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. Je suis retourné dans la salle d'examen et je me suis assis avec Françoise pendant que le médecin terminait. Elle m'a regardé et j'ai hoché la tête une fois. Elle comprenait. Le cordon avait été coupé. À 2 heures du matin, Élodie avait publié une vidéo en ligne. Elle et Julien avaient été expulsés de l'appartement exactement comme je le savais et ils étaient coincés dans un motel minable au bord de l'autoroute. Elle était assise sur le bord du lit, son mascara coulant juste ce qu'il faut, la voix parfaitement tremblante, racontant à ses abonnés que Françoise l'avait attaquée. Elle a utilisé tous les mots codés pour faire passer ma femme pour l'agresseur. Elle a dit que notre famille était hostile, qu'elle avait agi en état de légitime défense, que toute la nuit avait été un cauchemar violent orchestré contre elle. En moins d'1 heure, la vidéo avait des millions de vues. Les commentaires étaient vicieux. Des inconnus insultaient Françoise, demandant que des poursuites soient engagées contre une femme âgée qui n'avait rien fait de mal. Puis j'ai vu le commentaire de Julien. Épinglé en haut. Compte vérifié, public, pour que tout le monde puisse le voir. Il a écrit qu'il soutenait sa femme. Que personne ne devrait avoir à subir ce qu'elle a souffert le jour de son mariage. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai lu ces mots pendant longtemps. Ce que ces millions de personnes regardant cette vidéo ne savaient pas, était ce que Françoise avait réellement vu 1 heure avant le début de la réception.
Elle était montée dans la suite nuptiale pour offrir un héritage familial, un collier de diamants qui appartenait à notre famille depuis des décennies, prévu comme un cadeau de bienvenue pour montrer à Élodie que quelles que soient nos différences, elle faisait maintenant partie de quelque chose de réel. Quand Françoise a discrètement ouvert la porte de la suite, elle n'a pas trouvé une mariée nerveuse se préparant. Elle a trouvé Élodie devant le miroir de la coiffeuse avec 3 de ses demoiselles d'honneur, un billet de 100 € roulé à la main, de la cocaïne étalée sur la surface en verre. Élodie riait, racontant à ses amis le contrat de mariage que nos avocats lui avaient fait signer. Elle disait qu'elle avait engagé son propre avocat qui avait trouvé une faille dans les stipulations du fonds fiduciaire. Elle disait qu'elle n'avait qu'à rester mariée à Julien pendant 12 mois, puis qu'elle pourrait déclencher une clause de divorce valant 25 millions d'euros. Elle appelait mon fils un ticker pas stupide. Elle traitait notre famille de pigeons désespérés de reconnaissance. Françoise est entrée, a posé la boîte à bijoux sur la table et a attendu qu'Élodie remarque sa présence. Quand Élodie a lâché le billet et s'est figée, Françoise l'a regardé dans les yeux et lui a dit de se laver le visage, de faire ses bagages et de partir discrètement par l'arrière. Elle a dit que nous gérerions l'annulation avec dignité et que nous garderions sa consommation de drogue totalement privée. Élodie était sous l'effet de la drogue et se sentait intouchable. Elle est descendue et a forcé le mariage à continuer. Quand Françoise l'a approchée plus tard sur la piste de danse pour insister calmement pour qu'elle s'arrête, Élodie a paniqué. Elle savait que son gain de 25 millions d'euros était sur le point de s'évaporer. Alors elle a frappé la première, créé le chaos et prévu de tout raconter exactement comme elle le faisait maintenant sur les réseaux sociaux. Elle pensait que la vidéo virale nous forcerait à payer pour faire disparaître le scandale. Elle pensait que nous étions des gens faibles qui préféreraient signer un chèque plutôt que de se battre. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, mon avocat Maître Laurent est arrivé à mon bureau avec une pile de papiers. Élodie et son père Gérard Rochefort avaient déposé une plainte pour 10 millions d'euros durant la nuit. Préjudice moral. Séquestration à cause des portes verrouillées. Ils exigeaient un règlement à l'amiable et leur lettre indiquait clairement que si je ne payais pas, la vidéo virale n'était que le début d'une campagne médiatique complète ciblant la réputation de mon entreprise. J'ai lu les papiers lentement. Puis je les ai posés et j'ai souri. Ils venaient de me donner exactement l'ouverture juridique dont j'avais besoin. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans le bureau de Maître Laurent, au 50e étage d'un immeuble que je possédais via une filiale. Julien et Élodie sont arrivés avec 15 minutes de retard. Une petite tactique de pouvoir minable. Ils avaient amené un avocat dans un costume à rayures voyant qui sentait trop fort le parfum et marchait comme s'il avait déjà gagné. Élodie semblait être venue pour récupérer un prix. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les jambes et a dit à mon avocat qu'elle était prête à oublier toute la situation si nous acceptions simplement de libérer l'héritage de Julien. Elle voulait 10 millions d'euros à titre de règlement personnel pour sa souffrance. Les 40 millions restants iraient sur un compte joint pour qu'elle et Julien commencent leur nouvelle vie. Elle a vraiment utilisé le mot souffrance. Maître Laurent n'a pas discuté. Il n'a pas élevé la voix. Il a juste fait glisser un dossier unique sur la table et leur a dit de lire attentivement la première page. Julien n'avait jamais été propriétaire de cet argent. Pas un seul euro. Le fonds était établi comme une fiducie discrétionnaire, ce qui signifiait que Françoise et moi en avions le contrôle total en tant que seul fiduciaire. Julien n'était qu'un bénéficiaire potentiel. Il recevait ce que nous choisissions de lui donner, quand nous choisissions de lui donner. Il n'avait aucun droit légal d'exiger un paiement ou de transférer quoi que ce soit à un conjoint. La loi sur ce point était absolue. J'ai vu Julien devenir livide. Il avait passé des années à dire aux gens qu'il avait un héritage de 50 millions d'euros. Il avait construit toute son identité là-dessus, conduisait des voitures qu'il ne pouvait pas se payer, vivait dans un appartement qu'il ne possédait pas, se déplaçant dans la haute société parisienne en prétendant être un héritier. Et maintenant, il découvrait que cela n'avait jamais été à lui. L'avocat d'Élodie a essayé de changer de tactique. Loi sur la communauté de biens. Droits conjugaux. Il a menacé de traîner l'affaire devant le tribunal de la famille pendant des années. Maître Laurent a simplement tourné la page jusqu'au paragraphe 47 et a posé son stylo sur une section surlignée en noir. Article 8. La clause de moralité. Toute atteinte physique infligée au donateur, c'est-à-dire Françoise et moi, par un bénéficiaire ou son conjoint légalement marié, déclenchait une déshéritation automatique et permanente. Aucun vote n'était nécessaire. Aucune médiation. Aucun délai de grâce.
La clause s'était activée à l'instant où la main d'Élodie avait touché le visage de Françoise devant 400 témoins. L'accès de Julien au fond avait disparu avant même que l'ambulance n'arrive. L'avocat a cessé de parler. Il a regardé la clause, a regardé Maître Laurent, puis a fermé discrètement sa mallette et a reculé sa chaise. Il avait pris cette affaire en espérant un paiement facile de la part d'une famille essayant d'éviter une mauvaise presse. Au lieu de cela, il faisait face à un mur juridique blindé soutenu par un rapport d'hôpital et une salle pleine de gens qui avaient tout vu. Il s'est levé, a salué vaguement et est sorti. Élodie s'est tournée vers Julien. Et le masque est tombé. Elle avait joué la femme calme et lésée toute la matinée. Cette version d'elle a disparu à la seconde où l'avocat est parti. Elle s'est penchée vers Julien et sa voix est devenue glaciale. Elle voulait savoir pourquoi il ne lui avait pas dit que le fonds était discrétionnaire. Il a essayé d'expliquer qu'il croyait sincèrement que l'argent finirait par lui revenir. Elle ne voulait pas l'entendre. Elle s'est levée, a pris son sac et est sortie sans un mot de plus. Julien est resté assis seul à la table pendant presque une minute entière. Il m'a regardé pour la première fois de la matinée. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Je ne lui ai rien donné. Ni colère, ni satisfaction. Je l'ai juste regardé comme on regarde un inconnu dans la rue. Puis j'ai ramassé mes papiers et je suis parti. Ce que Julien ne savait pas encore, et ce qu'Élodie ne savait certainement pas, c'était que j'avais préparé la seconde partie de tout cela 3 mois avant le mariage. Quand Julien avait présenté Élodie et annoncé les fiançailles, j'avais tout de suite senti que quelque chose clochait. Pas le genre de choses qu'on explique au dîner. Le genre de choses qu'on ressent dans ses tripes après 40 ans à faire des affaires avec des gens qui vous sourient pendant qu'ils comptent votre argent. J'avais engagé le détective privé le plus minutieux de France et je l'avais payé pour creuser profondément. Il est revenu une semaine plus tard avec plus que ce que j'espérais. La société de logistique et de transport de Gérard Rochefort perdait de l'argent discrètement depuis 5 ans. Il dirigeait ses opérations sur des systèmes obsolètes et refusait de se moderniser. Pour maintenir l'apparence de la richesse, les abonnements au club de golf, le domaine à Bordeaux, les vacances en Europe, il avait contracté 15 millions d'euros de prêts à court terme à taux élevés auprès de plusieurs banques régionales. Il se tenait sur une trappe. Il suffisait que quelqu'un tire le levier. En 3 semaines de silence, via un fonds spéculatif enregistré au Luxembourg sans aucun lien public avec mon nom, j'ai approché ces banques. Elles étaient désespérées de se débarrasser de ces dettes pourries avant que l'entreprise de Gérard ne s'effondre officiellement. Elles m'ont vendu chaque prêt pour une fraction de leur valeur sans jamais savoir qui était l'acheteur réel. Au moment où Élodie a remonté l'allée de l'église, je possédais déjà tout l'avenir financier de son père. Après la réunion au bureau, j'ai lancé un appel de marge formel via le fonds luxembourgeois. Gérard avait 48 heures pour virer 15 millions d'euros sur mon compte où je lancerais une prise de contrôle hostile de tout ce qu'il possédait. Il s'est présenté à mon bureau 12 heures plus tard. L'homme qui s'était vanté dans son club privé et avait traité mon fils de parvenu était maintenant dans mon immeuble, dans ma salle d'attente, assis avec un gobelet de café en carton et les mains tremblantes. Mon assistant l'a fait attendre 20 minutes dans le couloir avant d'ouvrir la porte. Je voulais que le silence, les murs de marbre et la vue sur Paris depuis le 40e étage fassent leur travail sur lui avant même qu'il ne s'assoie. Quand il est enfin entré, je ne lui ai pas proposé de siège ni de verre d'eau. Je suis resté debout derrière mon bureau et j'ai attendu. Il a essayé de commencer avec dignité. Il m'a appelé par mon prénom comme si nous étions égaux. Il a dit qu'il y avait eu un terrible malentendu entre nos familles. Il a blâmé le stress du mariage pour ce qu'il avait dit et fait. Il a posé ses mains à plat sur mon bureau et m'a demandé d'être raisonnable. Il a parlé de ses employés, des centaines de personnes qui dépendaient de l'entreprise. Il a parlé du domaine de Bordeaux, dans sa famille depuis 4 générations, de ce que cela ferait à sa femme Béatrice s'il le perdait. Il a demandé 6 mois pour restructurer et a promis de rembourser chaque centime avec les intérêts. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit ce que je voulais. Pas son entreprise. Pas un siège à son conseil d'administration. Pas d'argent. Je voulais Élodie devant une caméra dans les 24 heures, publiant sur toutes les plateformes qu'elle avait utilisées pour répandre des mensonges sur ma femme. Dans cette vidéo, elle dirait la vérité. La cocaïne dans la suite nuptiale. Le plan de divorcer de Julien après 12 mois pour prendre 25 millions d'euros. Le fait que c'était elle qui avait frappé Françoise, sans provocation, devant 400 personnes. Des aveux complets, sans rien atténuer.
Et après la vidéo, elle signerait une annulation de mariage. Renonciation complète à tous les droits conjugaux. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, aucune réclamation d'aucune sorte. Elle quitterait le mariage avec exactement ce qu'elle y avait apporté. Faites cela, et je restructurerai sa dette de 15 millions d'euros en un plan de paiement gérable sur 10 ans. Il garde l'entreprise. Il garde le château. Gérard n'a pas discuté. Il n'a pas essayé de négocier un seul mot. Il a ramassé les papiers d'annulation à deux mains et est sorti de mon bureau plus vite qu'il n'était entré. Pendant que Gérard était en route pour délivrer cet ultimatum à sa fille, Élodie avait déjà fait son prochain mouvement. Elle était entrée dans un commissariat et avait déposé une déclaration sous serment affirmant que j'avais envoyé des hommes armés pour la menacer au motel. Elle s'imaginait que si elle pouvait me faire arrêter, je paierais immédiatement pour éviter un procès criminel. 2 inspecteurs en civil se sont présentés à ma grille ce soir-là. Je les ai invités à entrer, j'ai offert du café, je les ai installés dans mon bureau et je leur ai tout montré. Les images provenaient de caméras 4K de qualité militaire installées dans toutes mes propriétés. L'enregistrement de la suite nuptiale était parfaitement clair. On pouvait entendre chaque mot qu'Élodie disait à ses demoiselles d'honneur. On pouvait voir la cocaïne sur le miroir, le billet roulé dans sa main, l'entendre rire de la fraude, entendre comment elle traitait Julien. Ensuite, les images de la salle de bal montraient Françoise marchant calmement vers la piste de danse et Élodie traversant la pièce avec une intention claire, puis le coup lui-même capturé sous 4 angles simultanément. Et puis, quelques secondes seulement après l'incident, l'audio amélioré captait Élodie se penchant vers sa mère Béatrice et murmurant qu'elle allait dire à la police que Françoise l'avait attaquée en premier pour qu'elle puisse réclamer des millions. Le plus âgé des inspecteurs a posé sa tasse de café et a demandé s'il pouvait prendre la clé USB comme preuve pour le parquet. Je lui ai dit de la garder. 20 minutes après leur départ de mon bureau, un juge d'instruction avait signé un mandat d'arrêt d'urgence. Ils ont trouvé Élodie au Country Club de Saint-Cloud, assise à une table ombragée sur la terrasse extérieure pendant le service du déjeuner, entourée de ses amis. Elle était en pleine performance, s'essuyant les yeux, racontant l'histoire de son mariage ruiné à un public captivé qui croyait chaque mot. Elle avait un mimosa à la main et le regard de quelqu'un qui se pensait totalement intouchable. Elle a vu les inspecteurs passer les portes en acajou et a même souri. Elle s'est levée, a lissé sa robe et a tendu la main vers eux, supposant qu'ils venaient lui dire que j'étais en garde à vue. L'inspecteur n'a pas pris sa main. Il lui a demandé de confirmer son nom complet. Quand elle l'a fait, il a décroché les menottes de sa ceinture. Le son du métal dans le silence de la terrasse a fait s'arrêter toutes les conversations. Il a lu les charges à haute voix, une par une, d'une voix qui portait à chaque table de la terrasse. Violence sur personne vulnérable. Dénonciation calomnieuse. Parjure. Possession de stupéfiants. Élodie a commencé à secouer la tête avant qu'il ne finisse la première charge. À la 3e, elle agrippait le bord de la table. À la 4e, elle hurlait. Ce n'étaient pas les larmes délicates qu'elle avait utilisées dans sa vidéo. C'était quelque chose de brut, de laid et de complètement hors de contrôle. Ses amis ont reculé leurs chaises. Personne ne l'a aidé. Personne n'a dit un mot. Les inspecteurs lui ont passé les mains derrière le dos, ont verrouillé les menottes et l'ont conduite directement au centre de la terrasse devant chaque personne pour qui elle avait joué la comédie. Ses talons raclaient le sol. Ses cheveux se sont défaits. La robe coûteuse qu'elle portait pour projeter l'invincibilité était tordue et froissée au moment où ils l'ont fait passer les portes d'entrée. Julien se tenait sur le parking. Il était venu la supplier de le reprendre. Il les a regardés la pousser à l'arrière d'une voiture de police banalisée et démarrer. Il est resté là, seul sur l'asphalte, tenant le sac à main de luxe d'Élodie qu'une de ses amies lui avait fourré contre la poitrine sans un mot en sortant. Le téléphone à l'intérieur du sac était déverrouillé. Et les messages sur l'écran provenaient d'un homme nommé Frédéric Morin. Julien a fait défiler ses messages sous la chaleur de l'après-midi, seul, tenant le sac de son ex-femme comme un homme qui venait de se réveiller d'un long sommeil et ne reconnaissait plus où il était. Frédéric Morin était l'un des témoins du mariage. Élodie l'avait toujours présenté comme un ami d'enfance proche. Les messages racontaient une autre histoire. Ils avaient planifié tout le mariage ensemble. Frédéric l'avait mis en contact avec un avocat spécialisé dans l'exploitation des structures de fonds fiduciaires. Élodie avait détaillé tout le plan dans des dizaines de messages. 6 mois de mariage, déclencher la clause de divorce, repartir avec 25 millions d'euros,
acheté une villa dans le sud de la France. Elle avait envoyé à Frédéric une photo d'elle dans sa robe de mariée avec une légende disant qu'elle mettait son uniforme de travail pour aller braquer la banque. Elle n'avait jamais aimé Julien. Pas un seul jour. Elle pouvait à peine supporter d'être près de lui. Elle le disait clairement, avec ses propres mots, dans message après message remontant à des mois avant les fiançailles. Julien est resté sur ce parking et a tout lu. Je sais ce qui s'est passé ensuite parce que son vieil ami de lycée était avec lui. Un homme nommé Marc, quelqu'un que Julien avait complètement coupé de sa vie parce qu'Élodie avait décidé qu'il n'était pas le bon genre de personne pour leur cercle social. Julien avait accepté cela aussi, avec tout le reste, essayant de s'intégrer dans un monde qui n'allait jamais l'accepter, peu importe combien de mon argent il dépensait. Marc l'a conduit en voiture pendant un moment. À un moment donné, Julien a demandé à être emmené à notre grille à Neuilly. Il pleuvait fort à ce moment-là, le genre de tempête qui arrive vite sur la région parisienne et fait vibrer les fenêtres. J'étais dans mon bureau quand le capteur de mouvement s'est déclenché sur le moniteur de la grille d'entrée. J'ai regardé Julien sortir d'une vieille Honda sous la pluie battante, s'approcher des barreaux de fer et les saisir à deux mains. Il a levé les yeux vers la caméra. Il savait que je regardais. Il a parlé pendant un moment. Il m'a dit qu'il avait vu les messages. Il m'a dit qu'il avait enfin compris ce qu'Élodie était depuis le début. Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé dans la salle de bal, qu'il était resté figé, qu'il ne savait pas quoi faire. Il est tombé à genoux sur l'asphalte mouillé et m'a demandé d'ouvrir la grille. Françoise est entrée dans le bureau discrètement pendant qu'il parlait encore. Elle s'est tenue derrière ma chaise et a regardé l'écran. Elle ne m'a pas demandé d'appuyer sur le bouton. Elle a posé ses mains sur mes épaules et est restée là avec moi. J'ai activé l'interphone. Je lui ai dit qu'une excuse qui ne vient qu'après avoir tout perdu n'est pas vraiment une excuse. Je lui ai dit que comprendre qu'Élodie était une escroc seulement après son arrestation ne faisait pas de lui une victime. Cela signifiait simplement qu'il avait été un idiot consentant. Je lui ai dit qu'un homme qui regarde sa mère saigner et ne dit rien n'est pas mon fils. Puis j'ai dit, pars d'ici. J'ai coupé la vidéo. Françoise s'est penchée et a posé sa main sur la mienne sans dire un mot. Nous sommes restés assis ensemble dans le silence pendant que la pluie tombait dehors. Le délai de 48 heures pour l'appel de marge de Gérard a expiré le lendemain matin sans qu'aucun transfert ne soit effectué. J'ai autorisé Maître Laurent à commencer la prise de contrôle immédiatement. À midi, l'entreprise de Gérard était sous une nouvelle direction. En fin d'après-midi, l'huissier avait signifié les papiers d'expulsion au domaine de Bordeaux. Gérard et Béatrice ont été photographiés chargeant des sacs poubelles dans une voiture de location et quittant la région avant que les enquêteurs fédéraux n'arrivent avec des mandats. Les experts comptables que j'avais envoyés dans l'entreprise de Gérard pendant la prise de contrôle avaient trouvé 5 ans d'évasion fiscale et de comptes à l'étranger. J'ai remis tout cela aux autorités le jour même. Le domaine de Bordeaux a été transféré à une association avant le coucher du soleil. Aujourd'hui, il abrite un centre communautaire pour les jeunes en difficulté. La grande salle de bal où Gérard recevait ses amis du club de golf est devenue une salle informatique pour les adolescents. Le jardin est une serre pédagogique. Le nom de sa famille a été définitivement retiré de la propriété. 3 mois plus tard, le procès a duré 2 jours. Le jury est revenu en moins de 2 heures. Coupable des 4 chefs d'accusation. Le juge a condamné Élodie à 3 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Quand les policiers lui ont mis les menottes, elle a hurlé pour que Gérard vienne la sauver. Les bancs derrière la table de la défense étaient complètement vides. Il était déjà parti. Françoise et moi sommes sortis de ce tribunal et sommes rentrés à la maison. 6 mois ont passé. Nous nous asseyons sur la terrasse la plupart des après-midi maintenant. Les magnolias sont en fleurs. Le domaine est calme d'une manière qui n'arrive qu'après que quelque chose a été complètement résolu. Nous avons réécrit tout notre héritage. Chaque actif ira dans une fondation caritative quand nous ne serons plus là. Des bourses complètes pour des étudiants défavorisés à travers la France. Des prêts à taux zéro pour les entrepreneurs issus des minorités qui construisent quelque chose à partir de rien, de la même manière que Françoise et moi l'avons fait autrefois. Notre argent construira des avenirs au lieu de financer l'arrogance. La semaine dernière, un camion de livraison est monté dans l'allée et s'est arrêté à la grille. Julien en est sorti avec un uniforme de travail délavé et des chaussures de sécurité usées par un usage réel. Il a porté un colis jusqu'au pilier en pierre, l'a posé,
a levé les yeux vers la caméra et a fait un lent signe de tête. Pas de supplication. Pas de comédie. Puis il est retourné au camion et est reparti pour terminer sa tournée. Je n'ai pas ouvert la grille. Mais je n'ai pas détourné le regard non plus. J'ai regardé jusqu'à ce que le camion disparaisse. Lui retirer tout ce que je lui avais donné a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise en tant que père. Je crois toujours que c'était la seule chose honnête qu'il me restait à faire pour lui. Il est dehors maintenant, apprenant ce qu'un euro coûte réellement. Apprenant ce que signifie gagner quelque chose au lieu d'en hériter. Ce n'est pas une punition. C'est la seule éducation qui allait vraiment porter ses fruits. Cette histoire nous rappelle cruellement que le respect et la loyauté ne s'achètent pas, même avec des millions d'euros. Pierre a agi non pas par pure vengeance, mais pour protéger l'honneur de sa femme et donner à son fils la seule leçon de vie qui compte vraiment, la valeur du travail et de l'intégrité. Il est fascinant de voir comment une seule seconde de silence, un seul regard baissé devant l'injustice, peut détruire des décennies de liens familiaux. En France, nous attachons une importance immense à la transmission des valeurs, et ici, Pierre a choisi de transmettre un caractère plutôt qu'une fortune. C'est un rappel puissant que l'héritage le plus précieux n'est pas ce que l'on laisse sur un compte en banque, mais ce que l'on instille dans le cœur de ses enfants. La fin de l'histoire montre un chemin vers la rédemption pour Julien, qui doit enfin affronter la réalité sans filet de sécurité. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Pierre si votre fils était resté silencieux face à une telle agression? Auriez-vous eu la force de lui couper les vivres pour son propre bien, ou auriez-vous pardonné ?